Bonjour à tous. Je vous propose de commencer donc ce deuxième cours de la série donc sur la robotique, les fondations d'une discipline. Au cours précédent, j'ai introduit un petit peu les différents champs scientifiques et surtout de diffusion technologique de la robotique après ces 50 ans, car comme je vous le rappelais, la robotique a 50 ans, plus exactement 51 ans, puisque ça date, on s'accorde à dater son début à l'introduction sur les chaînes de General Motors du robot manipulateur Unimate. Après cette introduction où j'ai tenté de vous montrer un petit peu la diversité des champs d'application de la robotique, et après le séminaire un petit peu plus focalisé donc de François Pierrot sur les robots parallèles rapides, aujourd'hui on va essayer d'explorer le sens qu'on peut donner à ce concept d'autonomie d'un robot, sachant que, vous le voyez, j'ai mis 40 ans de recherche en robotique autonome, donc ça laisse entendre que pendant 10 ans, on ne s'est pas trop intéressé à ça, c'est toujours un petit peu formel, ça, mais les premières vraies réflexions sur la robotique autonome, je les ai datées dans ma leçon inaugurale, à l'introduction à la fin des années 60 au Stanford Research Institute, du robot mobile Sheki, qui était à l'époque un support de recherche pour les chercheurs travaillant en intelligence artificielle. Donc il n'y avait pas d'application en tant que telle qui était visée. La robotique était vue comme un extraordinaire champ d'exploration des techniques issues de l'intelligence artificielle. Comment rendre une machine autonome? Quel sens accorder à ce terme-là? Alors c'est un petit peu essayer de recadrer ce concept d'autonomie tout en maintenant le principe de l'illustration, d'un maximum d'illustration, donc qui vous montre en même temps à la fois la diversité des champs applicatifs de la robotique, mais en même temps cette unité de savoir qui est en train de se construire autour de ce champ scientifique. Et à l'issue de cette présentation, donc Malik Galab développera les aspects planification et apprentissage qui sont au cœur donc, du concept d'autonomie d'un robot. Alors pour ce qui me concerne, donc aujourd'hui, le cours que je vous propose, je l'ai intitulé « Percevoir, décider, agir, comment s'organisent les calculs ». Alors je rappelle la définition que j'ai donnée de la robotique. La robotique traite du rapport que peut entretenir avec le monde réel une machine qui bouge et dont les mouvements sont commandés par un ordinateur. Donc une phrase très dense, mais qui place d'entrée de jeu une différence fondamentale entre la robotique et les technologies de l'information et de la communication au sens large, c'est que ce n'est plus seulement du traitement de l'information, il y a un système mécanique qui bouge dans le monde physique. Alors, la dernière fois, j'ai essayé de discerner quelles étaient les deux grandes fonctions du mouvement en général et du mouvement en robotique en particulier, ça s'appliquerait aussi aux vivants. Et je voyais deux fonctions essentielles. La première qui est tout simplement de se déplacer, c'est-à-dire je veux aller de ma position là à la sortie du Collège de France. Bon, ben, il faut que mon corps change de situation par rapport à un repère monde qui est un repère absolu. Je vais marcher vers la sortie et je déplace l'ensemble de mon corps et je fais la différence entre les tâches que je vais avoir à faire de manipulation, comme prendre un verre d'eau, cette bouteille et tout ça, où on sent bien que le rapport au monde que j'entretiens est beaucoup plus local, il va être beaucoup plus local. Je serai amené à y revenir dans le cours suivant qui traitera un peu plus en profondeur des espaces de l'action. La question de l'autonomie donc, se pose tout de suite. Si on veut un être autonome qui bouge, un des grands problèmes qui va se poser, c'est
comment exprimer son état par rapport au monde et quelle représentation de l'espace utiliser. Alors là, je suis remonté à des vieilles origines, avant les concepts de robotique, en regardant, nous ne sommes pas les premiers, les roboticiens, à penser à ce rapport entre des espaces qui nous sont proches, des espaces qui sont sur le déplacement. Non, il y a des réflexions qui ont été faites, et là je prends les espaces de Poincaré qui en fait nous dit que la géométrie au sens du concept mathématique est faite justement, précisément, pour répondre à ces questionnements. Elle est née de fait de notre expérience de l'espace. Poincaré définit l'espace géométrique comme un modèle formel. Alors pour les spécialistes, bien sûr, ça va prendre un sens très précis, ça va être un groupe, une structure algébrique de groupe, le groupe des déplacements, qui va mettre en relation un espace moteur et un espace sensoriel. C'est-à-dire qu'il n'y a de sensation de l'espace, si vous voulez, qu'à travers des espaces représentatifs qui ont trois composantes. Alors, il distinguait à l'époque, dans ce célèbre article qui est paru dans la revue de métaphysique et de morale, retenez bien, c'est extraordinaire, là on est en train de parler donc, de mathématiques publiées dans des revues qui s'intitulaient « Revue de métaphysique et de morale ». Donc distinguer trois composantes, la composante visuelle, la composante tactile et la composante motrice. C'est-à-dire que la sensation de l'espace naît à travers la sensation qu'on peut avoir du mouvement, c'est-à-dire on va avoir un corps rigide, par exemple, qui se déplace dans l'espace, c'est bien ça, il va y avoir des perturbations qui vont se faire sur notre image rétinienne, et puis on va le suivre des yeux, donc il va y avoir des commandes musculaires des yeux, tout ça qui vont suivre, et c'est à partir de ces informations qu'on va essayer de déduire des relations qu'il va y avoir entre des espaces moteurs et des espaces visuels, et c'est en cela que nous bâtissons une géométrie de l'espace. La géométrie naît de l'expérience d'une certaine manière. Mais ce qu'affirme Poincaré et qui est absolument capital, c'est ce qui est l'objet de la géométrie. Donc il dit bien c'est l'étude d'un groupe particulier, donc le groupe des déplacements, 3 éléments pour la translation, 3 éléments pour la réorientation, qui donnent naissance à un espace euclidien qui nous est familier, mais il insiste pour dire que le concept est plus général que ça. Il préexiste dans notre esprit, au moins en puissance, et il s'impose à nous non comme une forme de notre sensibilité, mais comme une forme de notre entendement, c'est-à-dire qu'il y a là une clé de la compréhension qui va au-delà de l'expérience sensorimotrice que nous faisons de l'espace. Et donc là, tout est possible. Et ce qu'il ajoute, c'est que seulement parmi tous les groupes possibles, il va nous falloir choisir celui qui, pour ainsi dire, sera l'étalon dans lequel nous rapportons les phénomènes naturels. L'expérience nous guide dans ce choix qu'elle ne nous impose pas. Elle nous fait reconnaître non quelle est la géométrie la plus vraie, mais quelle est la plus commode. Et c'est là vraiment, j'ai saisi cet extrait-là parce que c'est notre problème d'ingénieur, c'est le problème du roboticien. Comment faire au mieux, comment exprimer ce rapport au monde de la machine au monde qui soit efficace dans le sens de produire donc, des effets et des causes sur les mouvements que nous voulons produire. Alors je fais une toute petite incise ici pour insister sur cet aspect très général du concept de géométrie. Comme je le rappelais, nous avons une expérience assez naturelle de l'espace à 3 dimensions, de l'espace euclidien qui nous entoure. Entre 2 points, il ne passe qu'une droite, etc. Tout ça, notre expérience le dit. Le groupe de déplacement dans cet espace-là est de dimension 6. Alors c'est déjà un petit peu plus difficile à comprendre parce qu'on a l'habitude de voir qu'il y a X, Y et Z, donc un repère à 3 dimensions qui est là, mais pour situer un corps dans l'espace, il faut vous ajouter 3 rotations, vous tournez comme ça, puis dans un autre sens et tout. Donc un espace de dimension 6, c'est un petit peu confus. Arrêtons-nous juste pour jouer sur les dimensions, et vous allez voir pourquoi j'ai mis là 2 autres figures qui sont Platon et Abbot, et quel rapport ils peuvent avoir entre eux. L'espace à 3 dimensions donc, est un espace, encore une fois, dont nous faisons l'expérience. Il y a d'autres espaces dont nous faisons l'expérience, c'est le temps. Le temps est un espace de dimension 1, c'est-à-dire il y a un après, un avant, et puis le présent, finalement, c'est un espace de dimension 0. C'est un instant qui a une mesure dans cet espace-là de dimension 0. Donc l'instant
l'instant finalement est un point de cet espace de dimension 1. Si on continue la surface d'un tableau d'un peintre, par exemple, vous sentez bien c'est à 2 dimensions et que tout le travail du peintre, qui va être un travail de représentation, ça va être de transformer l'espace de dimension 3 en un espace de dimension 2. Pour cela, il va inventer des règles de perspective à la Renaissance qui vont nous donner ces très belles sensations d'espace alors qu'on n'est que sur une surface. C'est aussi vrai des sachets que vous utilisez pour aller faire vos courses quand vous allez acheter, je sais pas moi, des pommes de terre, des poireaux, etc. Vous avez un sachet, vous achetez des objets qui sont à 3 dimensions, et puis votre sachet, regardez, en fait, c'est une surface, donc qui va envelopper tout ça, ou si vous voulez, la pelure de pomme de terre, c'est la surface qui enveloppe la pomme de terre, l'objet de la pomme de terre. Donc on voit bien que des objets de dimension 3 ont une surface de dimension 2, et la puissance de la géométrie, eh bien, c'est de généraliser ça en disant que les espaces de dimension 4, eh bien, ils ont des surfaces qui les bornent, hein, ces objets de dimension 4, qui sont de dimension 3. Qui sont de dimension 3. Eh bien, auquel cas, on peut s'interroger sur le fait que nous, qui sommes des bons gros objets de dimension 3, nous sommes peut-être le bord d'êtres auxquels nous n'avons pas accès, qui sont des êtres de dimension 4, ce qui me permet de dire de qui sommes-nous les ombres, sachant que ce n'est pas la première fois qu'on pose cette question, puisque c'est le mythe de la caverne de Platon, etc. Bien, alors vous voyez ici, il y a vraiment une abstraction qui contient beaucoup de sens. Hein. Et le problème qui va se poser aux roboticiens, ça va être un choix, un problème de choix. On a vraiment un nombre considérable des concepts extrêmement puissants. Nous pouvons penser le fait que nous sommes des ombres d'êtres de dimension 4, vous imaginez ça, donc on est très très fort, ben, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas donner à un ordinateur aussi la possibilité de faire la même chose. Donc il va y avoir, la géométrie en ce sens-là va être au cœur de ça. Bien, alors on a parlé de mouvement, et là j'emprunte à Alain Berthoz là, ce très beau titre de livre qu'il a publié en 1997, Le sens du mouvement. Donc c'est en robotique, il faut que le mouvement ait un sens. C'est-à-dire le robot bouge, mais il ne bouge pas comme ça on veut qu'il ait un sens utilitaire, on veut qu'il fabrique notre véhicule chez Renault, chez Peugeot, on veut qu'il fasse, qu'il nous serve, on veut qu'il opère un patient, on veut qu'il obéisse. Bon. Donc un robot pour quoi faire? Alors le robot, on l'a vu à travers cette analyse un petit peu de l'espace, il bouge pour agir, et donc ces 2 grandes fonctions vont être de déplacer ce fameux repère de déplacement qui va correspondre, comme on l'a vu au cours précédent, à la fonction d'exploration. Et vous trouverez des robots à roues, des robots à pattes, des robots à voile, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, il doit soit explorer, soit manipuler, et soit faire les deux, bien sûr. Et pour manipuler, en gros, il lui faudra un bras manipulateur qui prend des objets, qui les bouge et qui les remette dans leur place. Donc, dans ce sens-là, le sens du mouvement est motivé d'une certaine manière par une action, et l'action est définie à ce stade-là comme un mouvement intentionnel. Alors, si on reprend la classification un petit peu espace tactile, espace visuel qu'avait introduit Poincaré, le roboticien va être un petit peu plus riche dans le sens qu'on n'a pas uniquement le tactile et le visuel dans notre espace sensoriel. On peut faire fi de tout bois et prendre des télémètres laser. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'êtres vivants qui ont des télémètres laser qui leur permettent d'émettre un rayon lumineux et puis d'évaluer la distance qu'il y a là. Bon, on peut avoir des ultrasons. Nous, on n'est pas très très bons sur les ultrasons, mais demandez aux chauves-souris, elles sont très bonnes. Vous pouvez avoir. Donc, en gros, il y a un espace sensoriel qui va réunir toutes les informations qui permettent d'établir un certain état de notre rapport au monde. Vous avez l'espace moteur. Alors l'espace moteur, c'est les moteurs qui vous font agir. Ça va être
Pour un robot humanoïde, en gros, vous avez une trentaine de moteurs qui va lui permettre de bouger dans son espace. L'espace moteur chez un humain, la motricité donc musculaire, c'est un espace de dimension 600 à peu près. Vous avez à peu près 600 muscles moteurs, un petit peu plus que ça, hein, qui fait que quand je bouge, là, quand je m'agite devant vous, eh bien, je suis en train de coordonner un espace d'une très grande complexité. Et puis, vous avez l'espace physique. Alors, vous voyez, je n'emploie pas le terme géométrique, où l'espace géométrique est vraiment un espace conceptuel de représentation dans lequel il va être complètement opérationnel pour faire le lien entre les espaces sensoriels et les espaces moteurs. L'espace physique, c'est tout simplement le verre qui est sur cette table-là que je décris, et il va falloir que j'agisse sur lui. Alors donc, en termes, les espaces de l'action vont concerner ces trois espaces, et quel va être finalement le problème de roboticien? Ça va être de rechercher quelle est la représentation la plus commode, hein, pas la plus vraie, encore une fois, comme le disait Poincaré, mais la plus commode, hein, celle qui va nous permettre de nous en sortir. Eh bien, alors, cette interrogation-là, si on avance un petit peu dans ce qu'on attend d'un robot, comme un robot qui agisse, il va falloir qu'on réfléchisse comment donner des ordres au robot, c'est-à-dire comment on va organiser tout ça, comment on va le programmer. Et en fait, la programmation d'un robot va consister à établir, d'une certaine manière, la relation la plus commode entre perception et action. D'accord ? Bien, alors, cette présentation va être articulée, en fait, par la programmation et les espaces de l'action. Alors, je vais vous montrer comment, en fonction de cahier des charges qu'on s'est accordé pour des actions très particulières, comment on peut faire, comment les roboticiens ont fait. Ensuite, on verra des analyses de cas, hein, qui montrent les différentes relations qu'il peut y avoir entre ces différents espaces. Et on terminera sur les composantes de l'autonomie et un certain nombre de perspectives qui s'ouvriront, en particulier sur le cours prochain. Donc allons-y. Alors là, j'ai préparé un certain nombre d'exemples qui vont un petit peu, on pourrait dire, du plus simple au plus compliqué, mais vous verrez que c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a vraiment des mélanges et tout. Donc à chaque fois, je vais prendre la boucle qui est perception, décision, action, en essayant d'analyser en quoi y a-t-il une boucle ou pas. Alors le premier exemple que je prends, et que j'avais pris là dans ma leçon inaugurale, c'est la téléopération, et vous avez vu que j'ai enlevé toutes les flèches. J'ai enlevé toutes les flèches ici, pourquoi? Parce que dans ce processus de téléopération, c'est un opérateur, vous avez vu, qui avait un bras manipulateur, qu'il manipulait directement, et avec son propre retour visuel à l'opérateur, ou son propre retour, en l'occurrence des retours par le biais de capteurs d'effort, eh bien, l'opérateur est capable de piloter à distance un bras, hein, que vous voyez ici, dont les consignes vont être données directement en imitation des consignes qu'a donné l'opérateur. Donc ici, ce sont des exemples réels, hein, puisque c'est des interventions d'un robot sur des zones extrêmement sensibles là, d'une des centrales de Kojima. Hein, donc des travaux tout à fait contemporains du commissariat à l'énergie et à l'atomique. Donc ici, la boucle, en gros, perception-commande est assurée par l'opérateur. Hein. Rappelez-vous, pour ceux qui ont assisté à la leçon inaugurale, c'est un des tout débuts, au moins en France, de la robotique de téléopération. Alors, deuxième exemple, c'est la robotique eh bien, dans les environnements industriels. Alors ici, je prends l'exemple d'un robot qui est chargé de poser des joints d'étanchéité sur le châssis de votre véhicule. Hein. Alors vous voyez, ce sont des robots qui travaillent dans des espaces extrêmement confinés, hein, qui sont vraiment à l'intérieur même du châssis de la voiture, hein, et qui suivent des trajectoires extrêmement précises, hein, puisqu'il faut qu'ils suivent les trajectoires de soudure pour déposer ces joints-là. Ben, ça, c'est du suivi de trajectoire. Hein. Il y a une trajectoire qui a été prédéfinie avant. Je ne vous dis pas comment elle a été prédéfinie. Elle peut l'être, par exemple, en montrant au robot dans un premier temps ce qu'il faut qu'il fasse et en enregistrant tous les codeurs sur ces moteurs donc, à suivre et à répéter. Il faut que l'environnement soit extrêmement bien calibré. C'est le cas dans la plupart
des applications en robotique manufacturière. Donc il y a une trajectoire qui a été définie et donc on n'a plus qu'à assurer la commande sur des fonctions perceptives qui sont simplement de bien vérifier qu'on suit bien avec des codeurs qui sont posés sur les moteurs les consignes qui ont été définies au départ. Mais avec ça, vous pouvez faire des choses extrêmement spectaculaires, comme ici, toujours des robots ABB, où vous avez des trajectoires de consignes qui ont été définies, donc sûrement de manière très délicate, mais qui montrent la qualité du suivi qui est effectué ici, puisque vous avez ces trois robots qui sont en train d'interagir par une commande centralisée, ici, où vous pouvez regarder la précision de la trajectoire qui est définie, c'est à 1 millimètre près, et quelle que soit maintenant la vitesse que vous allez définir sur cette trajectoire-là, le contrôleur va être capable d'exécuter avec cette précision la trajectoire qui a été définie. Donc vous voyez ici, c'est vraiment des très très beaux problèmes d'automatique qui sont au niveau de l'état de l'art. Voilà ce qu'on sait faire aujourd'hui dans la robotique industrielle, donc précision de la commande en termes de commande en vitesse et en position de l'organe terminal. Donc ici, encore une fois, on fait une perception et une commande dans l'espace moteur. C'est-à-dire, vraiment, on est directement dans l'espace moteur. D'une certaine manière, le monde extérieur n'existe pas. Pardon. Voilà. Alors, je prends ici un troisième exemple sur lequel nous reviendrons, qui est une action aléa. J'aimerais amener l'organe terminal de ce bras manipulateur ici au-dessus du petit rectangle noir que vous voyez ici avec quatre points blancs. Et je voudrais que ça soit, vous voyez que le robot manipulateur porte une caméra qui vous donne cette image à ce moment-là, et j'aimerais tout simplement centrer ce carré noir dans l'image. Alors vous verrez, on analysera tout à l'heure les différentes possibilités pour faire ça, mais ici, il en est une où le robot va calculer sa trajectoire uniquement à partir de l'analyse de l'espace visuel qu'il a là, c'est-à-dire donné par sa caméra, donc une image monodimensionnelle, et dans cet espace-là, il va définir la trajectoire que doivent suivre les points pour atteindre la consigne qui est de centrer la caméra, et en utilisant des modèles inverses qui vont lui permettre de calculer, on y reviendra aussi au cours suivant, là, des modèles qui sont issus de l'algèbre linéaire, ils vont pouvoir inverser donc, la consigne qui est donnée dans l'espace image pour trouver quelles sont les commandes à appliquer sur les différents moteurs. Donc là, il n'y a pas de décision en tant que telle. Il y a une boucle de commande qui fait intervenir directement, très directement, donc c'est une fonction qu'on appellera un petit peu plus tard une fonction réflexe entre la commande et la perception qui fait usage ici d'une simple caméra. On peut dire ici à ce niveau-là que l'asservissement est égocentré, c'est-à-dire que la tâche est définie dans l'espace sensoriel du robot. Alors, deuxième exemple que j'hésitais à mettre parce que je vous montre la petite animation et je vais vous expliquer pourquoi, mais je trouve que c'était quand même une assez bonne opportunité. Voilà un exemple de robotique tout à fait récent. Vous avez un Rafale ici d'Assaut Aviation qui est accompagné de 3 drones que vous avez là. Et ces drones-là sont les neurones d'Assaut Aviation. Cette image-là qui est assez extraordinaire parce que vous voyez le problème ici, c'est l'automatisation du maintien en formation de drones, c'est-à-dire des avions sans pilote, qui accompagne ici un pilote Rafale. Alors, ce n'est qu'une simulation. Alors, pourquoi je l'ai mis, je l'ai reçu que ce matin, cette vidéo. Pourquoi? Parce que la présentation officielle de ce drone qui existe a été faite le 19 janvier dernier. Vous voyez, il y a même pas 2 semaines. Donc, il est réellement fabriqué. Vous l'avez ici, ça a été présenté là. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Le premier vol se fera aux alentours de 2015, voire 2020, sachant qu'une exploitation d'un drone de cette qualité-là, de cette sophistication-là, ne se fera qu'aux alentours de 2030.
N'oublions pas qu'ici, nous sommes dans une chaire innovation technologique. Ça vous montre le temps de développement qu'il faut pour que ces technologies-là soient utilisées en pratique. Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici dans l'analyse du vol automatique qu'il y aura, puisque derrière ça, il y a des missions à remplir, et donc il y aura des processus décisionnels qui seront beaucoup plus complexes. Donc, il y aura bien une boucle de décision à ce niveau-là. Mais simplement pour l'asservissement de la trajectoire et le suivi de trajectoire qu'effectueront les drones ici, eh bien, ils font appel à des fonctions sensorielles qui utilisent des GPS. Donc ça, ce sont des repères allocentrés qui vous disent votre position par rapport à un repère monde, de même que le satellite, et que vous allez fusionner et intégrer avec des centrales inertielles dont vous allez intégrer les informations pour déduire la position que vous avez en fonction d'une position de départ, et par la vision. Donc vous allez en fait, tout l'automatisme va reposer sur la fusion de repères égaux et allocentrés qui vont être les entrées de la commande, qui vont permettre le suivi de trajectoire imposée ou bien la formation, le suivi en formation. Deuxième exemple que j'avais montré lors de ma leçon inaugurale, mais qui est emblématique des travaux de recherche qu'il y a à l'heure actuelle en robotique, si on veut vraiment que les robots sortent des usines, dans le sens de sortent des cages où ils fabriquent des voitures, où ils effectuent des tâches de soudure, de peinture, comme on les a vues, dans tous ces environnements-là sont complètement stériles vis-à-vis de la présence de l'homme. Il n'y a pas d'homme, il n'y a que la machine, et si jamais il y a un pépin, c'est des systèmes mécaniques entre eux qui vont s'entrechoquer et tout. Bon, mais nous souhaitons, vous l'avez vu, ça a été évoqué, faire sortir la robotique des usines et qu'elle partage notre quotidien. Bien, un des problèmes principaux va être les questions de sécurité. Les questions de sécurité, donc les questions de sécurité dans l'interaction physique. Alors ici, vous avez un des très beaux résultats qui a été développé donc, au DLR, qui est l'équivalent en gros du CNES en Allemagne à Munich, dans le cadre d'un projet européen. Voici, je vous laisse regarder. Vous avez un robot qui est lancé à pleine vitesse à 1 mètre par seconde, d'accord, donc ça c'est le doctorant qui travaille dessus. J'ai testé le système. J'ai testé le système, mais uniquement avec la main, pas avec la tête. Ça marche très très bien. Bon, alors, vous voyez ce qui se passe ici. C'est-à-dire que sans autre information qu'un simple capteur d'effort, c'est-à-dire c'est la variation sur les efforts qui sont exercés ici sur le moteur qui va être instantanément analysé pour stopper le moteur. Une autre expérience ici avec les mêmes systèmes de commande consistait à prendre un couteau très bien aiguisé et à pleine vitesse le mettre sur une table en bois. La lame ne s'enfonce que de à peine 1 millimètre. Donc vous voyez les temps de réactivité et de contrôle qu'il faut dans la boucle de commande pour stopper un système comme ça. Donc voilà des recherches. Alors là il n'est pas question, au sens où on va le voir tout à l'heure, de prendre une décision. Si vous voulez, c'est un petit peu comme quand vous mettez une main sur une cuisinière, vous ne vous dites pas je sens des sensations de chaleur dans ma main, cette chaleur commence à devenir insupportable et prend le stade de douleur, il serait peut-être temps que j'active les muscles moteurs de mon avant-bras pour que je retire la main et que ça soulage la sensation que j'ai. Vous sentez bien qu'il n'y a pas un raisonnement de ce type-là, il y a vraiment une action réflexe ici qui est issue donc d'une commande sensorimotrice dans l'esprit. Bien, alors continuons, essayons d'avancer et revenons en particulier à la robotique manufacturière et regardons ici des tâches dont on sent bien qu'elles n'ont pas pu être programmées directement par apprentissage en faisant faire ça par un opérateur. Ici, on est en train de transporter des objets qui sont extrêmement lourds, plusieurs tonnes, pour faire des assemblages de différentes parties de châssis, pour faire des opérations de soudure, comme vous le voyez ici. Eh bien, comment on fait ça ? Eh bien, vous avez un processus de décision qui se fait complètement hors ligne, c'est-à-dire en phase préalable à la programmation de robot, qui va vous calculer automatiquement des trajectoires sans collision à partir d'une maquette numérique que vous aurez représentée, qui représente le processus
que vous souhaitez modéliser. Ici, c'est un processus de soudure. Donc, il va s'agir de calculer des trajectoires qui soient sans collision entre le robot et l'organe terminal ici pour effectuer des points de soudure exactement dans des opérations qui sont comme ça. Donc c'est une programmation qui est hors ligne, vous calculez une trajectoire, d'accord, et cette trajectoire-là, vous la mettez dans une boucle comme nous avons vu tout à l'heure, où vous allez faire tout simplement du suivi de trajectoire. Donc là, vous avez bien les deux niveaux, un suivi de trajectoire, mais une trajectoire qui a été calculée automatiquement. Alors, avançons dans la sophistication, si je peux dire, et ici, on va voir un autre exemple de boucle possible, comme ça, de la perception, décision et commande. Alors, comment ça se passe? Ici, c'est un robot qui trie des cakes à la vanille et des cakes au chocolat. Hein, donc, il fait du packaging. Alors, pour faire du packaging intelligent, il va falloir qu'il distingue les cakes à la vanille et les cakes au chocolat. Donc, vous avez vu, il y a une caméra qui va observer la scène et qui va, tout simplement par des segmentations couleurs, reconnaître la vanille du chocolat. Ça, on sent bien que ce n'est pas très compliqué. Et puis après, vous avez les différents paquets là, que vous avez à faire de quatre petits cakes, en mettant les chocolats en diagonale et les vanilles en diagonale également, en fonction de ça. Donc là, vous sentez bien qu'il va falloir un minimum de raisonnement, c'est-à-dire compte tenu du fait que dans ce paquet, il manque un cake à la vanille, où est le cake à la vanille le plus proche que le robot pourra prendre pour le mettre là, etc. etc. Donc vous avez une espèce d'automate à état fini, hein, qui tourne, comme vous l'avez vu illustré là, dans cet exemple-là, et qui va permettre au robot d'avoir un comportement, somme toute. Et si vous prenez le processus en entier, vous avez des cakes qui sont arrivés complètement en vrac, hein, sans trier et tout, et le robot, de manière intelligente, avec tous les guillemets que vous voulez, hein, arrive à mettre de l'ordre dans ce désordre et à produire donc des ensembles de cakes parfaitement conditionnés. Alors ici, vous avez la caméra qui a localisé, identifié le cake, un processus de décision, d'accord, c'est pas très sophistiqué, mais il y en a un qui repose sur une synthèse d'automates à état fini, hein, voilà. Et puis vous avez ensuite une commande, alors qui va reprendre les mêmes schémas que les précédentes, c'est pour ça que je n'ai pas remis ici une boucle là, hein, et une commande qui va exécuter la tâche qui est. Et si jamais il y a un cake qui s'échappe de la pince, ce n'est pas très grave. Hein. Là, par exemple, il ne va pas y avoir de contrôle à ce niveau-là, hein, c'est relativement fiable. Bien, alors continuons. Là, dans un autre exemple, ici, qui peut sembler a priori extrêmement simple, c'est un robot humanoïde donc, à qui on a demandé d'aller ici, hein, d'aller quelque part par là. Eh bien, il y va. Hein, il y va, voilà. Regardez, voilà, il y va, et on est content. Alors, ça semble, c'est un petit peu frustrant comme exemple. Pourtant, vous avez vu comment le robot y a été. Il a utilisé une trajectoire, donc je voudrais aller d'ici à là, derrière, au centre du bureau. Donc vous voyez, je vais faire un mouvement qui est un mouvement comme ça, et je me place derrière vous, ça ne vous choque pas. Imaginez un seul instant que pour faire ça, j'ai utilisé cette stratégie qui était aussi correcte. Hein, vous voyez, je fais ça, et je me tourne vers vous. Non, arrêtez, ça ne marche pas comme ça. Et on voudrait un mouvement beaucoup plus fluide, on voudrait un mouvement. D'accord, mais qu'est-ce qui prélude à ce mouvement-là? Eh bien, c'est en étudiant, et il y aura un cours qui portera là-dessus, sur la locomotion anthropomorphe, en étudiant la locomotion anthropomorphe à la fois chez les robots humanoïdes et chez les humains, qu'on a trouvé les lois qui préludent aux trajectoires naturelles. Donc ça, une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir calculer une trajectoire locomotrice, c'est-à-dire qu'on a donné au robot ici la stratégie pour aller de là à là, fait comme ça et pas autrement. Hein, c'est-à-dire on lui a donné des consignes pour se faire, on lui a donné une trajectoire locomotrice qu'il a exécutée. Alors maintenant, et ça sera un autre aspect qu'on verra dans ce cours sur la locomotion plus tard, comment il a exécuté cette trajectoire et comment il a assuré son équilibre et tout ça. Alors là, vous avez une autre boucle qui intervient ici, qui est une boucle sensorimotrice qui repose sur des capteurs d'effort dans les pieds et l'analyse d'une centrale inertielle. Hein, c'est-à-dire pour maintenir son équilibre et maintenir, si vous voulez, le cap sur le long de la trajectoire qu'il a programmée. D'une certaine manière, c'est exactement la même chose que le suivi de trajectoire qu'on a vu en robotique manufacturière.
Bien, alors peut-être que l'exemple le plus riche est celui-ci, même si il est peut-être difficile à comprendre. Enfin, je vais essayer de le détailler. Alors, ce que vous voyez ici, ce que vous ne voyez pas encore dans cette vue-là, c'est un robot mobile ici qui tracte une remorque. Donc, il est dans un espace assez vaste, et vous allez avoir un zoom qui va vous le montrer là dans quelques instants. Et la question est d'aller garer la remorque sous cette petite table-là. Donc, c'est une forme de parking, si vous voulez, de système. Et bien là, voilà ce que donnent les deux animations de manière synchronisée. Donc, le robot a d'abord planifié une trajectoire en fonction de quoi? En fonction d'un modèle qui apparaît ici en bleu, hein, qui a été donné par un télémètre laser qui a sur la remorque du robot et à l'avant du robot, ici. Donc ça, c'est la connaissance a priori qu'il a acquise sur le monde. Et puis, au fur et à mesure qu'il exécute la trajectoire, en rouge apparaît en temps réel ce qu'il voit, effectivement. Il pensait qu'il était là, mais en fait, il n'est pas exactement là. Et donc, en analysant les disparités qu'il y a entre le modèle perçu et le modèle absolu qu'il a eu, donc en faisant ces recalages-là, il va être amené, comme ça se passe ici, à déformer sa trajectoire, la recaler pour qu'elle arrive précisément ici. Alors là, vous avez une boucle complète de perception, décision et commande, dans le sens où vous avez une mise en correspondance des modèles allocentrés et égocentrés. Donc, allocentré, c'est quel est mon rapport par rapport au bleu, et égocentré, c'est ma référence par rapport aux données rouges. Il va falloir que je fusionne ça pour arriver très précisément à garer, vous voyez l'extrême précision à laquelle vous arrivez, à garer la remorque sous cette table-là. Donc là, vous avez un processus qui est à la fois sensorimoteur au niveau de la commande et de la perception et en même temps un niveau de réactivité qui vous permet de réactualiser votre plan au fur et à mesure du déplacement. Il y a la réactualisation du plan ici prenant le sens d'une déformation de trajectoire. Autre exemple, alors qui est peut-être là aussi que je voudrais développer parce qu'il est du niveau de l'état de l'art de ce qu'on sait faire. On va demander au robot humanoïde d'aller chercher la balle. Alors là, je lance la vidéo. Elle est un petit peu longue parce qu'on a pris le parti de vraiment pas la couper. C'est une seule séquence. Donc le robot va dans un premier temps localiser, il ne sait pas où est la balle. Et il y a un opérateur qui lui dit la balle est sur une table verte. Donc, de sa position de départ, il essaye de localiser la table verte. Alors, comment la localise-t-il? Eh bien, en utilisant ici une paire de caméras stéréoscopiques, donc une paire de caméras, et en faisant, on le verra un petit peu plus tard en détail, une triangulation donc, qui va lui permettre de positionner la table dans le monde. Une fois qu'il a positionné cette table-là, il s'est défini un but à atteindre, et on est ramené à l'exemple précédent, il arrive ici. Arrivé ici, il va utiliser à nouveau son système de stéréovision pour localiser la balle bleue qu'il devait prendre ici. Il la prend et regardez ce qui se passe. Alors là, ça a été vraiment en temps réel, on ne pouvait pas le programmer ça. La balle lui a échappé. Bien, ça peut arriver. Et là, vous avez un petit automate qui est juste sur les capteurs d'effort, qui agit sur les capteurs d'effort du poignet, qui montre, qui lui dit que, attention, tu ne tiens rien. Tu pensais tenir la balle, mais ce n'est pas vrai, tu ne tiens pas. Et bien là, il peut, grâce à un automate, tout simplement en disant, l'action de prise de balle a échoué, donc il peut reprendre cette action-là, là où il l'avait faite, et pour ressaisir la balle. Mais la balle a changé de position. Donc ce n'est pas une trajectoire prédéfinie qui a été calculée, il faut qu'il mette à jour sa trajectoire. Et regardez, pour ce faire, il va falloir qu'il fasse un pas en avant. Personne ne lui a jamais dit de faire ce pas en avant. Il n'avait pas à le faire dans la précédente expérience. D'accord ? Donc il y a bien un niveau là, décisionnel qui a été pris, qui lui a dit, ben, maintenant, pour prendre la balle, voilà. Et là, il a failli y avoir un deuxième incident, qui n'aurait pas eu beaucoup de conséquences, puisque vous avez vu qu'il n'a pas modélisé ici, il a fait bouger ça. Mais ça y est, il a la balle, et maintenant l'opérateur peut continuer en lui disant ben, tourne sur place et va la porter ici à mon collègue Florent Lamiraud, qui va se faire un plaisir de la saisir. Donc ici, vous avez un système où finalement tout est
vous avez un certain nombre d'opérations qui vont pouvoir être contrôlées par des automates, mais globalement, la tâche est décomposée par un opérateur humain. Bien. Alors voilà, ça vous donne un certain nombre d'éléments pour voir voilà ce qu'on sait faire. Alors maintenant, je vais passer à des analyses de cas pour essayer de résoudre des cas un petit peu plus complexes, comme par exemple celui-ci. Donc ça, ce sont des études qu'on a fait dans le cadre d'un contrat collaboratif avec Toyota. Donc on est dans le futur maintenant, vous avez des robots qui sont là pour vous servir, ils ont une forme humanoïde et vous leur demandez d'aller fermer la fenêtre, d'aller prendre des objets qui sont dans des étagères et aller la mettre dans des tiroirs. Donc voilà. Alors voilà en gros où nous en sommes, c'est-à-dire le robot sait comment ouvrir une porte. Bon, c'est un petit peu laborieux, mais c'est surtout laborieux du fait de la forme du robot. Il a moins de souplesse que nous, il est contraint quand même par sa structure, mais il parvient, comme vous pouvez le voir là, à fermer des fenêtres. Il va aller chercher... Alors vous voyez, il se déplace un petit peu bizarrement. Là. On n'a pas mis la fonction que je vous ai décrite précédemment. Il a marché l'amble comme ça. Il a pris la balle, il se déplace et il va la mettre dans un tiroir. Bien. Alors, ça, ce n'est qu'en simulation, ça ne s'est jamais produit en vrai, mais on va pouvoir faire l'analyse de cas et dire, bon, le robot, finalement, on suppose qu'il est capable de quoi? Il est capable de se rendre à un endroit particulier, à Léa, il est capable d'ouvrir et de fermer une porte, d'ouvrir et fermer une fenêtre, de saisir et de déposer un objet, d'ouvrir et fermer un tiroir. Donc là, les composantes de l'action, de ce qu'il sait faire, sont ces opérateurs-là. Ces opérateurs-là, pour ouvrir une porte, fermer une fenêtre, prendre un objet, etc., sont principalement des opérateurs issus de l'algorithmique géométrique, donc ces fameuses relations entre espace sensoriel et espace moteur qui attaquent l'espace physique ici, donc on va avoir toute une algorithmique qui va être là pour la planification de mouvement. Comment faire ça en évitant les obstacles, comment ne pas percuter les obstacles qu'il y a sur son chemin. Donc il sait faire ça, il sait ouvrir une fenêtre, voilà, même si ce n'est pas très élégant, il arrive à le faire. Et on se retrouve maintenant avec cette situation-là, c'est-à-dire qu'on a un état du monde qui est décrit, alors qui est décrit non plus par de la géométrie, là maintenant, mais par un certain nombre de propositions qui vous disent que HRP2, il est dans la pièce A, dans cette pièce. Que la boîte verte qu'on lui demande d'aller mettre dans le tiroir est dans les étagères. Que les étagères sont dans la pièce B, juste à côté ici. Que la commode dans laquelle il faut qu'il place la boîte verte est dans la pièce C. Que la porte entre A et B est fermée. Que la porte entre B et C est ouverte. Que la fenêtre dans la pièce B est ouverte. Voilà, très bien. Et ce que vous aimeriez, donc, c'est qu'il amène la boîte verte dans la commode qui est dans la pièce C. Voilà. Alors vous regardez un petit peu, vous avez un état du monde, vous avez des opérateurs qui peuvent agir sur le monde, on les a décrits, eh bien, vous allez, finalement, c'est un automate qui va vous permettre de gérer ça, et ça va être les premières contributions à la planification en général. Ce sont des algorithmes qui arrivent dans les années 70, et un des plus connus sera Strips, un algorithme qu'on utilise qui est basé sur des analyses logiques comme ça, qui vont prendre des opérateurs logiques, voir les préconditions pour les appliquer, voir les post-conditions qu'ils produisent, et vous avez tout un tas d'algorithmiques d'inférence logique sur laquelle Malik Galab va sûrement revenir tout à l'heure dans sa présentation. C'est une des bases donc, de ce qu'on a pu appeler aussi de l'algorithmique qui est issue de l'intelligence artificielle, si vous voulez. Et à partir de ça, donc avec ces techniques-là d'inférence logique, il va être possible d'engendrer un plan très précis qui va être, puisque je suis dans la pièce A, eh bien le plan, c'est d'aller à la porte AB, d'ouvrir la porte, de fermer la porte, alors sous-entendu de la franchir aussi, l'exercice est un petit peu formel ici, d'aller aux étagères, de prendre la boîte dans les étagères, d'aller à C, etc., et de fermer le tiroir. Donc après ça, il a toute la capacité d'effectuer. Mais là, vous voyez bien que vous avez un robot qui a une autonomie dans le sens que vous n'avez plus à lui décrire, comme j'ai fait précédemment, l'ensemble des étapes à effectuer. Il est capable, de manière entièrement autonome, de répondre
à une demande d'action qui est « va chercher la boîte verte et mets-la dans la commode ». D'accord ? Uniquement, donc, à travers, en totale autonomie, c'est-à-dire en raisonnement sur l'état du monde et tout. Deuxième analyse de cas que je voudrais vous montrer. Donc là, tout à l'heure, on était au niveau du symbole, d'un traitement symbolique. Là, je vais revenir sur la saisie d'objets. Alors, je me suis amusé à prendre ce tableau de Cranach, d'Adam et Ève, où Adam a une position très dubitative. Hein. Là, vous sentez bien qu'il hésite à prendre la pomme, là. En fait, ça va avoir des conséquences extraordinaires pour l'humanité, hein, le fait qu'il la prenne. Mais personne n'a compris qu'en fait, il était en train de se dire, est-ce que je vais la prendre avec un modèle allocentré ou est-ce que je vais la prendre avec un modèle égocentré, hein, c'était ça son grand problème. Alors, regardons les deux modalités, hein, pour prendre un objet. Effectivement, si vous prenez le modèle allocentré, vous allez avoir un schéma qui va être celui-ci, c'est-à-dire vous percevez, vous décidez et vous prenez. Alors, dans ce schéma-là, vous allez rapporter la pomme à un référentiel monde. Hein, c'est-à-dire que vous allez dire où est la pomme, non pas par rapport à moi, mais dans l'absolu, dans l'espace, par rapport à un repère absolu qui m'est donné, qui m'est donné par exemple par un GPS. Est-ce que un GPS peut me donner la position de la pomme, hein? Alors, en fait, vous allez faire ça avec votre système de vision. Hein, alors, votre système de vision, vous savez qu'on a de la stéréovision, donc on a deux images qui ont certaines disparités qui nous permettent de reconstruire les troisièmes dimensions. Donc, on peut positionner un objet dans l'espace. Donc, vous positionnez l'objet dans l'espace, ça y est, vous allez dire, il est à telle coordonnée GPS dans l'espace. Et maintenant, moi, je sais où je suis, et donc je vais essayer de calculer qu'est-ce que je dois faire dans mon espace moteur pour aller attraper la pomme. D'accord ? Donc je regarde, je positionne la pomme dans l'espace, ça y est, c'est terminé, j'oublie la vision, etc. Et maintenant, je sais où je dois mettre mon organe terminal, c'est-à-dire la main, sur la pomme, et je fais ça dans un deuxième temps. Donc j'ai un cycle, si vous voulez, qui est percevoir, je situe dans l'espace, et je vais décider de la trajectoire à effectuer pour aller prendre la pomme qui est située dans l'espace. Donc ça, c'est une option qui est le modèle allocentré. Le modèle égocentré, lui, ne va pas faire de stéréovision. Il va dire, je regarde la scène et je vois où est ma main par rapport à la pomme. Et souvenez-vous de l'asservissement visuel avec la cible et les 4 petits points qu'il suffisait de centrer. Eh bien, quel est le raisonnement qui va être tenu ici dans une perception commande? C'est de dire, avec la vision, je vais regarder quel est l'écart qu'il y a entre le repère de ma main et le repère de la pomme, sachant que la fonction de saisie est définie comme étant identifier ces deux repères. Puisqu'il y a un écart, eh bien, je vais réguler avec les commandes motrices du bras, je vais réguler cet écart jusqu'à ce qu'il tende par 0, mais dans l'espace visuel. Hein, c'est-à-dire, je vais utiliser l'asservissement visuel, donc uniquement avec des modèles égocentrés, je me fiche éperdument, bien sûr, de la position absolue de la pomme, hein, puisqu'elle est dans mon champ visuel, puisque j'ai la main qui est aussi dans mon champ visuel, je vais simplement avoir une fonction qui va réduire la distance entre les deux. J'y reviendrai dans le cours prochain, lorsqu'il s'agira donc d'algèbre linéaire et de mouvements anthropomorphes. Donc, mais vous avez là deux manières d'exécuter la même fonction qui est saisir une pomme. Alors, il est bien clair que nous travaillons principalement dans des modèles égocentrés, mais encore une fois, le but du roboticien, c'est prendre la méthode la plus commode, eh bien, en fonction des applications, ça sera une méthode plutôt qu'une autre. Hein. Mais c'est clair que l'asservissement visuel, par exemple, va être beaucoup plus robuste. Une autre analyse de cas est sur l'interaction homme-robot, que je voudrais illustrer ici par un petit exemple. Give me that pen, please. Donc du robot Nao de la société Aldébaran, le robot demande le stylo. Très bien. Thank you. Il est content. Deuxième tâche, il doit le rendre. Ah. Oh no. Et là, il y a une perturbation My thing. qui est faite. Alors, comment a-t-il détecté Give qu'il me y avait that quelque pen, chose qui se passait? please. Uniquement avec des petits capteurs d'effort dans les mains qui vont détecter Thank qu'il you. n'y a plus de prix. Et là, son comportement change. Il est dans un comportement d'attente et il a demandé à nouveau le stylo qu'il doit redonner I thank you. à l'opérateur.
dans sa main. La main n'est pas bien positionnée ici, il a vu la main, mais ce n'est pas là qu'elle doit être. Elle doit être ici pour pouvoir lâcher, le stylo. D'accord? Donc, c'est dans cette petite scène qui semble très, très, très simple, vous avez en fait des modèles d'attention qui vont surveiller le bon déroulement d'une action et pouvoir décider qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui n'est pas un accident, c'est pas, le robot n'est pas en danger, l'homme n'est pas en danger, c'est simplement un fait. C'est pas comme tout à l'heure, le robot à pleine vitesse qui heurte la tête. Hein. Il n'y a pas le même caractère d'urgence, si vous voulez. C'est simplement un défaut dans le déroulement de l'action, donc qui est analysé. Et il y a une reprise de l'erreur, comme tout à l'heure, le robot humanoïde qui avait échappé la balle a été capable de la ressaisir. Et ici, ça passe en plus avec un dialogue avec l'opérateur. Alors, un autre exemple là, qui a été développé au LAS autour du robot JIDO, alors pareil, c'est très frustrant parce qu'il semble ne pas se passer grand-chose, mais vous allez bien observer la scène. Donc, il y a cette personne qui attend que le robot lui serve un verre d'eau. Hein, et regardez ce qui se passe. Un verre d'eau ou de jus de fruits, je ne sais plus ce que c'est, mais peu importe. Donc, le robot doit lui tendre un verre. Là, il se manifeste, il est là, et puis il a été perturbé parce que quelqu'un est venu le perturber. Et vous avez vu ce qu'a fait le robot ? Le robot n'a achevé son action. Le robot est revenu à une position de repos. Hein, je vais vous la rejouer. Voilà, donc là, il s'apprêtait à la prendre. Et puis, pour une raison quelconque, il ne l'a pas pris. Et vous avez vu le mouvement de recul du robot. Le robot a compris que ce n'était plus le moment de donner le verre à la personne, qu'il fallait attendre qu'en gros qu'elle soit disponible. Mais vous vous rendez compte, le robot a des modèles de disponibilité de la personne qu'il doit servir. Ça signifie effectivement que ce sont des travaux tout à fait contemporains qu'on est en train de mettre, qu'un robot, pour avoir cette performance, cette autonomie dans le rapport à l'homme, doit traiter des modèles de l'homme. Hein, comme tout à l'heure, situer une pomme dans l'espace. Ici, c'est non seulement situer un individu dans l'espace, mais aussi son intention, hein, dans le sens de je tends la main ou bien je suis perturbé et donc je dois adapter mon truc. Donc voilà une des composantes aussi essentielles de l'autonomie. Alors j'en arrive vers la conclusion. Si je résume un petit peu les différentes modalités de cette fameuse mise en relation entre l'espace sensoriel et l'espace moteur, de cette fameuse boucle perception, décision et commande. Alors on est parti d'une boucle idéale complète et on a vu qu'en fait il y en avait plusieurs modes d'expression qu'on peut classer de la manière suivante. On a vu d'abord des actions réflexes, alors cette fois maintenant je vais employer le terme, qui sont des boucles sensorimotrices. Ça a été les 4 exemples de ça, des suivis de trajectoire, atteinte de cible et tout, où ça a été simplement une mise en relation directe entre des consignes moteurs et des signaux dans l'espace sensoriel. On a vu des schémas comme ça qui n'étaient pas entièrement bouclés, ce que j'appellerais de l'action délibérée ouverte, donc une planification d'abord et une exécution ensuite. Donc ça a été le cas de la programmation des robots manufacturiers. On précalcule une trajectoire et on espère que l'environnement est parfaitement calibré, que les robots sont très robustes et que tout se passera bien. On est dans des zones où l'incertitude est bien maîtrisée. Ou bien vous avez des contrôles très simples pour les KEK, par exemple, des petits contrôles par automate, et toujours sous-jacent des algorithmes de planification de mouvement. Alors on a vu ça c'était les robots manufacturiers, on a vu ça par exemple pour le traitement du tri des KEK, et on a vu qu'un seul exemple en fait d'action délibérée fermée où vous avez une étroite collaboration entre des fonctions de décision et des fonctions de contrôle d'exécution de l'action. Et ça, c'est au cœur vraiment de la programmation des robots autonomes, et c'est ce qui va faire l'objet en partie de l'exposé qui va être donné donc, à la suite du séminaire par Malik Galam, donc, qui est autour de cette boucle. Voilà, ça c'est vraiment l'autonomie complète, hein, c'est-à-dire où on a le
le robot va avoir un comportement qu'on peut réellement qualifier cette fois d'autonome. Alors, comment ces différentes modalités vont-elles se définir? En bout de course, vous savez très bien que c'est un ordinateur qui doit traiter tout ça, donc il va y avoir des modules. Il va y avoir bien sûr un module de perception, un module qui reconnaît des objets sur la base de leur couleur. Quand je disais saisir la balle bleue ou la balle rouge, on sent bien que c'est relativement facile. Des fonctions de vision qui vont permettre de localiser des objets. Vous allez avoir, vous avez tout un tas de modules, eh bien, il va bien falloir que ces modules-là cohabitent au sein d'un même système, et là se posent les problèmes de l'architecture. Donc comment tout cela s'organise-t-il? Et en fait, la définition même de ces modules pose le problème de la place du symbole. Et là, je développerai dans le cours prochain un exemple où on sent bien que la locomotion, on sait ce que c'est aller d'un point à un autre, c'est de marcher. Mais je peux faire des petits pas comme ceci, vous voyez, pour me repositionner, pour aller prendre le verre. Vous sentez bien que je suis en train de repositionner mon polygone de sustentation, c'est-à-dire bouger mes pieds pour aller faire ça. Est-ce que lorsque je vous regarde et je souhaite prendre le verre, c'est-à-dire je me déplace comme ceci, c'est bien une fonction de déplacement. On sent bien que ce n'est pas une fonction locomotrice au sens de quelle trajectoire je dois suivre pour me rendre à tel endroit. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est quoi cette chose? Est-ce que je dois définir un module particulier pour faire ça? Si je définis un module particulier pour faire ça, c'est-à-dire que je veux aller d'ici à, pour prendre le verre, vous voyez qu'il suffit que je fasse ça. Si je le définis en deux étapes, c'est-à-dire une fonction de prise, ok, j'essaye de prendre, j'y arrive pas. Donc il faut que j'aille à. J'utilise mon planificateur symbolique. Donc aller à, ça veut dire aller de cette position à celle-ci. Bien, regardez ce qui va se passer. Je vais faire un mouvement qui va très certainement être comme ceci. Alors je l'exagère sciemment, mais ça va être le calcul d'une trajectoire locomotrice où j'exécute une fonction locomotrice qui m'amène près de l'objet et qui me permet de saisir l'objet. Alors ça marche très bien. Simplement, ce n'est pas tout à fait ce que je voudrais qu'il fasse tout simplement ça. Bien, ce module-là, si je fais une décomposition stricte en deux modules, prendre, puis marcher, puis prendre, eh bien, je vais être confronté à ce type de problème. Donc, à quel niveau faut-il que je place le symbole? Si je le fige dans un module, encore une fois, dans deux modules différents, je n'arriverai pas à ça. Donc, ça, ce sont des thèmes qui sont absolument centraux, c'est-à-dire à quel niveau on doit être la granularité de l'action au niveau des calculs. Comment ces modalités s'organisent-elles? Alors là, vous allez avoir tout un pan de recherche qui porte sur de l'informatique dure, alors cette fois, puisqu'il va s'agir de synchroniser les processus entre eux pour que tout ça constitue une architecture qui soit robuste et qui intègre tout ça. Alors là, vous avez deux exemples d'architecture, une peut-être sur laquelle Malik Galab reviendra rapidement, je pense, et ici une architecture qui a été développée au Monterey Bay Aquarium en Californie. Bien, alors, pour conclure là très rapidement, toute cette présentation-là, si on revient un petit peu en arrière, retour sur des vieux débats, pour ceux qui ont assisté à la leçon inaugurale, vous avez vu que j'avais montré qu'il y avait eu le développement en parallèle ce que j'appelle le canal historique phénoménologique de la robotique, c'est-à-dire celui qui vient vraiment de la robotique manufacturière que j'ai réévoqué encore ici, et qui fait du modèle le centre de l'organisation de l'autonomie. Toute cette philosophie-là a été... à cette philosophie-là s'est opposé un autre canal, le canal bio-inspiré comportementaliste, qui argue que l'autonomie d'un système ne passe pas par des représentations du monde comme je les ai décrites, mais tout simplement par une superposition de comportements qu'on va inhiber ou exciter en fonction d'un contexte. Donc c'est la primauté du signal sur la primauté du modèle. En gros, ça donne une bonne grille de lecture pour voir les développements qui ont pu être faits en robotique là, dans les 40 dernières années. Bon, ben, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est à travers les réflexions qu'on a sur les modèles de l'homme et tout ça, eh bien, on se retrouve vers alors, ce qu'on pourrait appeler une théorie de l'action incorporée. Alors ça, c'est un terme que j'introduis pour essayer de traduire le terme anglais d'embodiment,
C'est-à-dire que l'autonomie d'un système, ça passe par sa capacité à raisonner, mais aussi, si on est des roboticiens, à réfléchir comment réaliser au mieux la fonction avant même de parler de moteur et de signal, au niveau de la conception. Est-ce qu'on ne peut pas concevoir le robot pour que sa forme optimise la fonction qu'on cherche à lui faire réaliser? Alors là, vous avez tout ce questionnement se trouve synchronisé, si je peux dire, avec des théories émergentes dans les sciences de la vie, telles que la théorie de la simplexité qu'a introduite assez récemment là, Alain Berthoz, donc du Collège de France, et avec des synergies sur les problématiques que je viens d'exposer là sur la robotique. Et là, on retrouve des vieux problèmes de la robotique dans le sens de définir le minimalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça, c'est des problèmes qui sont apparus en robotique manufacturière. Vous voulez remplir une fonction. Cette fonction-là, elle ne se fait peut-être pas nécessairement par le calcul, mais elle peut se faire par le design. Et j'avais montré au cours précédent des exemples très simples de machines qui automatiquement trient des pièces sans aucun capteur. Sans aucun capteur, hein, c'est juste des tapis roulants, etc., et des contacts physiques. Vous avez la garantie que la pièce atteint exactement la position et l'orientation que vous voulez. Donc ça, c'est assez vieux en robotique. Enfin, c'est des techniques qui sont développées, qui ont donné naissance à des algorithmiques robotiques, hein, qui ont une trentaine d'années. Vous avez ensuite des grands principes de raisonnement, qui sont les principes d'optimalité. On travaille dans des espaces qui sont très hautement dimensionnés. La complexité est phénoménale. Donc, quels vont être les critères qui vont nous permettre d'effectuer des choix? Eh bien, ces choix-là répondent à certains critères d'optimalité qui vont nourrir les algorithmes qu'on va utiliser, qui sont, en mathématiques appliquées, on les connaît bien, des algorithmes d'optimisation numérique. Le problème, on sait optimiser, mais encore faudrait-il savoir quoi. Quoi optimiser, c'est-à-dire quel est le coût à optimiser. Et ça, dans les sciences du vivant, c'est une problématique centrale. C'est-à-dire, j'utilise cette trajectoire. Pourquoi j'utilise cette trajectoire et pas une autre? C'est-à-dire, qu'est-ce qui prélude à la caractérisation de la fonction sensorimotrice qui est à l'origine du mouvement que j'ai effectué? Alors, ces questions sont énormes, sont très vastes. Hein, ce sont des questions des sciences du vivant. Et bien oui, mais essayez de vous montrer que c'était des questions aussi du roboticien. Et au cœur de ça, cette identification de processus va passer par des fonctions apprentissage, c'est-à-dire on n'est pas toujours sûr de pouvoir faire la synthèse d'une trajectoire optimale, ça c'est mathématique, dans les sciences de l'ingénieur, c'est extrêmement rare qu'on puisse résoudre de manière purement analytique en appliquant des techniques telles que le principe du maximum de Pontryagin et tout ça qui va vous donner des solutions très, très propres. On verra que c'est possible, hein, pour garer sa voiture c'est possible, mais en général c'est pas possible, donc on va passer par des fonctions d'apprentissage, et Malik Galab, là aussi, va les évoquer, va en faire une synthèse. Voilà, tout simplement pour conclure vers le cours prochain, qui se passera, donc je reviendrai sur les notions d'espace d'action, mais dans le cadre des systèmes anthropomorphes, et Alain Berthoz donc développera beaucoup mieux que moi les notions de simplexité. Voilà, donc je vous remercie.